Alors, merci au docteur Draguet pour nous avoir fait partager avec tant d'émotion l'expérience passionnante de MSF en Afrique concernant Ebola. Et maintenant, nous allons donc passer aux aspects d'Ebola en Belgique, c'est-à-dire comment est-ce que la Belgique s'y est préparée, qu'est-ce qu'on a fait. Et on va demander donc au docteur Michel Gérard, qui est chef de clinique à l'hôpital Saint-Pierre, médecin hygiéniste, et qui a organisé donc les procédures de prise en charge dans nos hôpitaux belges. Alors, je remercie les membres de l'Académie de m'avoir invité à participer à cette matinée extrêmement intéressante. Donc, moi, je vais vous parler des aspects opérationnels de la prise en charge des patients Ebola dans les hôpitaux belges. Et je dirais, avant d'aller dans le vif du sujet, je me proposais de revoir un petit peu avec vous comment un travailleur de santé pouvait se contaminer en soignant une personne infectée par le virus Ebola. Bien, la transmission virale nécessite un contact avec les liquides biologiques d'une personne infectée. Ce contact, il est soit direct à l'occasion des interactions du travailleur de santé avec le patient, ou éventuellement indirect parce qu'il y a un contact avec des surfaces ou du matériel qui est contaminé par ces liquides biologiques. Pour être transmissible, le contact doit être soit au niveau d'une peau lésée ou au niveau des muqueuses, comme le nez, la bouche et les yeux. Vous imaginez donc bien que les piqûres d'aiguilles, on en a déjà parlé ce matin, représentent un risque particulièrement important. Le travail avec du matériel médical partagé, qui est donc du matériel qui ne va pas être ni jetable ni stérilisable, je pense notamment aux appareils de radiologie, les appareils, les ventilateurs qu'on va utiliser dans les soins intensifs, les appareils de dialyse, sont une source potentielle également dans nos hôpitaux modernes. Le virus Ebola se retrouve dans de nombreux liquides biologiques, on l'a déjà vu dans les autres exposés. Le sang est un liquide particulièrement à risque puisque si la virémie est parfois faible au début des symptômes, elle va croître extrêmement rapidement et atteindre un pic vers la première semaine d'évolution, qui est le moment où, en général, quand le patient décède, eh bien c'est le jour fatidique. Et vous voyez que chez les patients qui sont les plus malades, on va pouvoir retrouver parfois jusqu'à plusieurs milliards de particules par millilitre de sang. Le virus est également présent dans d'autres liquides avec lesquels le travailleur de santé peut être en contact lors des soins. On l'a déjà vu, les urines, la sueur, la salive, les larmes, les selles. D'autres liquides vont montrer une expression extrêmement prolongée, donc plusieurs semaines, comme par exemple le sperme, le lait maternel, et je viens de l'apprendre, le liquide amniotique également. Qu'en est-il du risque d'exposition aux liquides biologiques? On sait que les phénomènes hémorragiques sont présents dans 20% des cas. 2/3 des patients vont présenter des vomissements et des diarrhées. Ces liquides qui sont extrêmement riches en particules virales peuvent en plus être émis en quantité importante. Je vous illustre ceci par en fait la quantité de liquide qui a été émise par le patient qui avait été rapatrié à Hambourg. Et vous voyez ici que pendant certains jours, le patient va émettre jusqu'à 7 à 8 litres de diarrhée par jour, ce qui est absolument énorme. Et il a fait également plusieurs litres de vomissements par jour. Une dia qu'on a montré déjà plusieurs fois ce matin, qui vous illustre l'évolution de la charge virale dans plusieurs liquides biologiques. Et si vous voyez que, effectivement, assez rapidement, entre la 2e et la 3e semaine, chez les patients qui guérissent, la charge virale peut se négativer au niveau du sang, vous voyez que, par opposition, on peut encore retrouver du virus en quantité non négligeable dans d'autres liquides biologiques. Ici, en substance, en orange, il s'agit des urines, et en noir, il s'agit de la sueur. Même expérience avec un des patients rapatriés aux États-Unis. Donc vous voyez en bleu la charge virale qui se négative et en orange du virus toujours présent au niveau des urines. Ceci mènera à, je dirais, une durée des précautions qui seront totalement différentes dans nos pays qu'en Afrique ou en Afrique en général, quand les patients vont bien cliniquement et présentent donc ce qu'on appelle la guérison clinique, et après avoir eu 2 charges virales négatives dans le sang, en général, les patients sont renvoyés à leur domicile. Il est clair que dans nos hôpitaux, pour des raisons de biosécurité, on ne pourra pas renvoyer les patients à leur domicile tant qu'ils vont excréter du virus dans les fluides, dans les autres fluides corporels.
et donc les précautions d'hygiène strictes devront être prises jusqu'à ce qu'on ait documenté de manière claire que les liquides biologiques auxquels les travailleurs de santé sont exposés sont clairement négatifs. Comme on l'a déjà dit ce matin, les travailleurs de santé payent un lourd tribut à l'infection par le virus Ebola, puisque aujourd'hui, à peu près 4% des personnes infectées par le virus Ebola sont des travailleurs de santé. Plusieurs caractéristiques expliquent cette propension du virus à toucher les travailleurs de santé. La première, c'est que la dose infectante est extrêmement faible, puisque 1 à 10 particules peuvent suffire à établir une infection. D'autre part, on l'a vu, il y a de grandes quantités de virus dans les liquides biologiques et cette quantité est maximale quand le patient est le plus malade et qu'il vient requérir des soins à l'hôpital. On l'a vu également, les fluides corporels sont émis en quantité importante par le malade. Quand on est un soignant, eh bien, on a des contacts rapprochés avec son patient, on le touche, on le lave, on le perfuse. Et enfin, dans nos hôpitaux, on va utiliser probablement, en tout cas c'est ce qui a été fait en Hambourg aux États-Unis, des procédures médicales invasives comme la mise en place de cathéters intraveineux centraux, artériels, la dialyse, l'intubation des patients. Et donc ces procédures sont nécessaires, je dirais, pour une prise en charge médicale intensive de ces patients. En l'absence d'accords internationaux avec les pays qui ont des centres de haut niveau d'isolement en Europe, comme il en existe à Hambourg, à Francfort, à Rome et à Marseille, les patients seront donc pris en charge en Belgique quand ils auront un Ebola avéré. Et aujourd'hui, en Belgique, 3 hôpitaux se sont engagés à soigner les patients souffrant du virus Ebola. Il s'agit de l'hôpital universitaire d'Anvers, l'hôpital universitaire de Louvain et le CHU Saint-Pierre. 4 autres hôpitaux ont accepté de prendre en charge leurs cas probables qui se présenteraient au niveau de leur service d'urgence. Il s'agit de l'hôpital universitaire de Gand, de l'hôpital Erasme, de l'UCL et de l'hôpital universitaire de Liège. Cette organisation implique évidemment le transfert de malades entre hôpitaux. Donc les hôpitaux périphériques qui ne se sont pas engagés à prendre ni les cas avérés ni les cas probables, s'ils ont un cas probable qui se présente à leur service d'urgence, transféreront directement les patients vers un des 3 centres de référence et nous travaillons à 3 en tournant, donc c'est chacun son tour prend son cas probable. Les hôpitaux tertiaires, donc Gand, UCL, Erasme et Liège, si un de leurs cas probables devient un cas avéré, transférer ce cas avéré également vers un des 3 centres de référence. Les cas dépistés à l'aéroport ou par la première ligne ou par le service 112 sont transférés dans un des 3 centres de référence et une partie des transports inter-hospitaliers se fait avec l'aide d'une ambulance de l'hôpital militaire spécialement, je dirais, affrétée à cet usage. Abordons maintenant peut-être le vif du sujet qui sont les mesures adoptées à l'hôpital. Je pense que vous connaissez tous ces photos d'habillage. C'est vrai que, je dirais, l'utilisation d'équipements de protection individuelle est une des mesures phares, je dirais, de la prise en charge des patients. Le type de précaution à utiliser a fait énormément de débats cette année et varie d'ailleurs. On peut lire 10 recommandations différentes, on va retrouver 10 variantes différentes. Je pense notamment au Centre américain des maladies qui, au début, préconisait simplement l'utilisation d'une simple blouse, d'une simple paire de gants, de lunettes et d'un masque respiratoire, et qui, suite à la contamination de 2 de leurs travailleurs de santé sur le sol américain, s'est orienté vers l'utilisation de protection de contact renforcée, un peu à l'image de, je pense que nous avons tous appris de l'expérience d'MSF. Le Centre européen des maladies a également publié des recommandations fin de l'année qui recommandent l'utilisation de ces équipements de protection individuelle renforcés. Alors ces équipements ont, je dirais, ces recommandations ont toutes quelques points communs. Le premier, c'est d'avoir une combinaison complète qui recouvre entièrement le corps, ce qui n'est pas du tout habituel, je dirais, dans les hôpitaux, d'avoir ce genre de combinaison pour soigner les patients. Quelque chose qui est également retrouvé dans la plupart des recommandations, c'est le fait d'utiliser du papier adhésif pour solidariser les différents éléments de protection entre eux, de manière à ce qu'ils ne bougent pas au moment des soins, et surtout pour faciliter leur retrait. La caractéristique, c'est qu'on recommande qu'il n'y ait pas un seul centimètre de peau qui soit visible, que les éléments soient
imperméable, et on utilise régulièrement plusieurs couches superposées de protection, notamment pour les gants, puisque selon les recommandations, parfois on recommande jusqu'à porter 3 paires de gants superposés. Au-delà du choix des éléments de protection individuelle, ce qui est vraiment critique, c'est plutôt la technique qui va être utilisée pour s'habiller et pour se déshabiller, le donning et doffing qu'on va retrouver dans la littérature anglo-saxonne, et donc le retrait de ces éléments de protection pour éviter l'autocontamination doit être véritablement ritualisé et orchestré par une tierce personne. Un autre élément qui est tout à fait nouveau, je dirais, pour les soignants dans nos hôpitaux, c'est l'utilisation de désinfectants sur les éléments de protection individuelle, quelque chose qu'on ne fait pas du tout et qui est d'ailleurs en plus strictement non recommandé. Donc on va désinfecter régulièrement pendant les soins les éléments de protection individuelle et en particulier les gants pendant les différentes phases de retrait des équipements. Donc pour pratiquer un bon doffing ou une bonne technique de retrait des éléments de protection individuelle, il faut avoir des posters, des checklists qui vont clairement dire au travailleur de santé à quel moment et quel élément il doit retirer et dans quel ordre. Je vous ai mis ici le poster qui est utilisé dans notre institution et qui vous montre vraiment la séquence de retrait des différents éléments de protection et surtout aussi les zones où ils doivent être retirés. Vous voyez en jaune foncé, c'est la chambre, en jaune clair, c'est le sas de la chambre, en blanc, c'est le couloir. Donc l'entraînement est vraiment un élément fondamental dans le doffing des éléments de protection individuelle. Et une troisième personne va servir de partenaire actif de déshabillage qui va orchestrer le retrait des éléments de protection, observer les soins et l'adhésion aux procédures et vérifier qu'il n'y a pas de contamination macroscopique ou de détérioration des éléments de protection individuelle. Le problème donc l'utilisation de ces éléments de protection individuelle est associée à toi-même de nombreux problèmes puisque exécuter des tâches est rendu difficile. Vous imaginez que faire des soins avec 2 ou 3 paires de gants diminue la sensibilité et la dextérité pour effectuer toute une série d'interventions invasives comme l'intubation ou la mise en place de cathéters. Porter ces épis génère beaucoup de stress, de chaleur et une déshydratation qui va entraîner une grande fatigabilité du travailleur. Et en plus, toutes ces barrières entraînent une très grande difficulté de communication verbale et non verbale. De manière générale, je dirais, dans nos hôpitaux, nous avons proposé qu'une séquence de soins ne dépasse pas 30 minutes parce qu'au-delà, ça devient vraiment extrêmement difficile et on a la chance d'avoir moins chaud, je pense, que sous les tentes en Afrique. D'autres problèmes sont liés à la planification en rapport avec l'obtention et le stockage de tout ce matériel. Dans le cadre de soins aigus, on a plus ou moins évalué que par jour, il faudrait, en fonction de la gravité du tableau clinique du malade, entre 50 à 100 sets d'éléments de protection individuels. Et ceci est à mettre en perspective avec le fait que chez les fabricants, les stocks sont épuisés parce que tous les hôpitaux ont essayé d'obtenir des combinaisons complètes. Il faut savoir aujourd'hui que dans les 3 hôpitaux de référence, chaque hôpital a à peu près pour 10 jours de protection pour soigner les patients et que donc les autorités sanitaires ont décidé pour cette raison de créer un stock stratégique national qui pourrait être donné aux hôpitaux en cas de cas avérés. Vous imaginez aussi la place que tous ces équipements doivent prendre au niveau des unités de soins et au niveau de la pharmacie. La gestion des liquides biologiques est également un problème non négligeable puisque pour des raisons de biosécurité, le service de biosécurité belge nous a interdit d'utiliser les égouts, ce qui signifie donc que même un patient autonome ne pourra pas bénéficier des sanitaires, ne pourra pas utiliser les toilettes et que donc tous les excrétas devront être éliminés dans des récipients comme les chaises percées, les urinaux ou des pannes et que ces excrétas devront être éliminés dans des containers à déchets après avoir été gélifiés. En raison de la législation en rapport avec la biosécurité au laboratoire, le laboratoire ne pourra être qu'un laboratoire de biosécurité de type 3 et comme on l'a montré, je dirais également l'expérience d'MSF et de BIFAST, la seule biologie qui pourra être faite, ce sont des biologies sur les petits POC, donc les Point of Care Testing dont l'ISTAT fait partie
Et donc, il sera tout à fait hors de question d'utiliser les automates. Et donc, la biologie qui pourra être faite chez ces patients est extrêmement limitée et aucune microbiologie ne pourra être faite pour faire notamment le diagnostic différentiel. Ce qui signifie que, comme en Belgique, nous n'avons pas de laboratoire de biosécurité de type 4, clairement, il faut se rendre compte que même si nous soignons des patients dans un hôpital, je dirais, moderne, eh bien, la capacité de diagnostic et la qualité du management médical n'est clairement pas la même parce qu'on le fait avec les moyens du bord. Concernant les déchets, la législation nous impose d'éliminer les déchets dans des containers rigides. Le transport vers un incinérateur, comme il s'agit de matières infectieuses de catégorie A, doivent répondre à la législation ADR qui se rapporte à la législation du transport par route des matières dangereuses. Comme nous n'avons évidemment dans nos unités pas d'autoclave pour inactiver les déchets et que la législation ADR n'est pas du tout adaptée à la collecte du type de déchets qui est généré par les soins, un accord multilatéral a été signé pour déroger aux exigences de cette législation ADR. Alors, que comporte cette dérogation? Bien, les déchets vont bien sûr être emballés dans les fûts jaunes. Ce fût jaune va devoir être lui-même emballé dans un sac plastique et ce sac plastique va devoir bénéficier d'un emballage tertiaire dans un grand conteneur de 200 litres, pas plus d'un conteneur de 50 par conteneur de 50 litres. Le tout ne peut être transporté que par 2 conteneurs à la fois, ce qui, vous imaginez, ici je vous ai mis un petit rappel de l'expérience de l'unité au Nebraska qui a soigné un patient américain. Vous voyez la quantité astronomique de déchets qui ont été générés par un seul patient. Et donc vous imaginez que si on doit emballer chaque conteneur dans un grand de 200 litres, on va avoir un balai incessant de camions pour, je dirais, transporter ces déchets. Je vais passer à la dernière dia. Donc, la prise en charge hospitalière d'un patient Ebola, c'est un véritable challenge pour les gens qui y sont confrontés. Une des raisons est que pour le travailleur de santé confronté à un patient, il est face à un véritable changement de paradigme du sens des soins, puisque d'habitude, le soignant se précipite même au péril de sa vie pour soigner le patient. Ce qui est en prioritaire, c'est le patient, son bien-être et la qualité des soins, alors qu'ici, on va demander au soignant de mettre en avant son autoprotection, la protection du staff et la prévention de la transmission vers la communauté, ce qui est extrêmement difficile à faire comprendre aux équipes. Les contraintes psychologiques, par ailleurs, sont majeures, puisque le tableau Ebola, avec les hémorragies, la dégradation des patients en âge jeune, c'est extrêmement traumatique, même pour des travailleurs expérimentés d'unités de soins intensifs. Il y a également une grande perturbation du modèle classique d'interaction entre le patient et le travailleur de santé, puisque le travailleur complètement masqué est tout à fait méconnaissable et donc complètement dépersonnalisé. Et la communication orale et aussi non verbale, qui est quand même importante entre un travailleur et son patient, sont tout à fait perturbées. Et puis, on ne parle même pas, je dirais, du stress lié à la peur d'une contamination occulte et de la transmission secondaire aux proches que je pense ont tous les soignants. Et donc, pour tout ça, je pense qu'on doit vraiment saluer et remercier les travailleurs qui se sont engagés à soigner les patients souffrant de maladies à virus Ebola. Et je vous remercie pour votre attention.